C'est moi qui suis très contente de pouvoir présenter les premiers résultats de cette recherche. Puis je suis très contente que tu aies précisé que le postdoc s'inscrit dans la continuité de la thèse, parce que je n'avais absolument pas prévu de parler de ma thèse. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un objet sur lequel je travaille depuis quelques temps, que cette construction des catégories cibles de l'action publique et puis les effets que ces ciblages ont sur les parcours d'insertion des individus. Donc l'idée, le souci en fait qui constitue un peu le fil conducteur de ces travaux de doctorat avant et puis de postdoc maintenant, c'est effectivement de regarder à la fois le niveau des politiques publiques avec leurs catégories officielles, tout ce qui va avec, les dispositifs de mise en œuvre territoriale, et ensuite d'essayer de voir quelles sont les conséquences concrètes que ces ciblages, que ces catégories ont sur les individus, sur les personnes qu'elles ciblent. Donc cette recherche postdoctorale ici à Montréal se proposait d'ébaucher une comparaison des dispositifs d'insertion professionnelle français et québécois à la lumière du ciblage des jeunes, en particulier immigrants ou appartenant à une minorité visible. Alors la question des catégories et des caractéristiques des individus que les politiques publiques ciblent à travers ces catégories m'est apparue d'emblée centrale. Pour la petite anecdote, il y a un an à peu près, j'étais dans la phase de rédaction du projet de recherche dans le cadre de la candidature à ce poste de postdoctorat ici à Montréal. Et puis j'ai échangé régulièrement avec Martin Goyette, qui est titulaire de la chaire, sur ce projet. Et parmi ces remarques, il y a eu régulièrement des remarques sur les catégories que j'utilisais moi-même dans mon projet, qui auraient paru trop ancrées dans la réalité française pour parler réellement à des lecteurs québécois. Donc pour dire à quel point je trouve que même dans le travail du chercheur, c'est vraiment important et intéressant de réfléchir à ces catégories pour revenir aussi sur nos propres catégories qui des fois sont déjà pensées. On ne pense pas, on estime que c'est normal que de parler d'immigrés et pas d'immigrants, ou de minorités visibles, ou d'habitants d'écartés sensibles en France. Alors sans rentrer dans les détails aujourd'hui, avec le terme de minorité visible, on fait communément référence à une minorité nationale dont les membres sont physiquement reconnaissables, notamment par la couleur de la peau. Et à l'opposé, on parle de minorité invisible lorsque ces groupes minoritaires, les membres de ces groupes minoritaires ne sont pas physiquement reconnaissables, par exemple comme dans le cas des homosexuels. Alors, la catégorie de minorité visible a un statut différent au Canada et en France. Ici, au Québec, elle est utilisée tant dans la législation que dans les statistiques officielles. Et par exemple, dans la loi de 1995 sur l'équité en matière d'emploi, elle désigne les personnes autres que les autochtones qui ne sont pas de race blanche et qui n'ont pas la peau blanche. Puis Statistique Canada va plus loin encore dans la définition en précisant qu'il s'agit principalement d'un certain nombre de groupes, les Chinois, les Sud-Asiatiques, les Noirs, les Arabes, etc. Je ne fais pas la liste complète. Cette même catégorie de minorité visible, en France, a une légitimité moindre. C'est un euphémisme de parler que de légitimité moindre. Elle est surtout utilisée depuis une vingtaine d'années par les démographes pour désigner les immigrés non européens, les personnes qui sont nées dans les territoires ou les départements d'outre-mer et leurs descendants. Mais l'INSEE, par exemple, ou en tout cas les producteurs de statistiques officielles en France, n'utilisent pas des catégories ethnico-raciales pour mesurer la présence de cette population.
puisqu'en France, l'on doit passer typiquement par le recueil et le traitement de données concernant le lieu de naissance ou le lieu de naissance des parents, en supposant que cela puisse nous dire des choses sur les caractéristiques physiques que ici permettent de repérer l'appartenant à une minorité visible. Donc c'est un supposé. Et cela pose bien évidemment un certain nombre de problèmes en France parce que cette discussion autour de comment repérer cette partie de la population sans à la fois faire soi-même des discriminations en créant des catégories ethnico-raciales, crée des débats et puis cristallise l'opposition, pour schématiser très simplement, entre les pro-statistiques ethniques et les défenseurs du status quo qui veut qu'on ne peut pas, en tant que pouvoir public, créer des catégories racialisées. Alors par ailleurs, il est important de rappeler quelle est la définition française d'immigré, puisque est immigré toute personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques concernant les immigrés. Et à l'inverse, certains immigrés ont pu naître étrangers et devenir français par la suite. Donc avoir accès à la nationalité française par la suite. Ce qui veut dire qu'un immigré n'est pas nécessairement un étranger, parce qu'il peut avoir eu accès à la nationalité française, et vice-versa, qu'un étranger n'est pas nécessairement un immigré, et c'est notamment le cas des mineurs qui sont nés en France, mais qui n'accèdent à la nationalité française qu'à leur majorité, qu'à leurs 18 ans. Alors effectivement, pour revenir sur l'anecdote du début, parler d'immigrés dans un projet de recherche postdoctoral qui porte sur le Québec peut effectivement ne pas faire plus de sens que ça. Alors, la question de quelles catégories cibles peuvent être utilisées dans la sphère des politiques publiques est particulièrement sensible dans le contexte français. Celle qu'on appelle communément l'approche républicaine refuse, je le disais tout à l'heure, de racialiser les populations pour y préférer une posture de ce qu'on appelle l'égalité des chances, donc une posture qui part du principe que les pouvoirs publics se doivent de garantir une égalité de traitement des individus qui a comme conséquence, en tout cas une des conséquences qui me semble les plus importantes à souligner en tout cas dans ce contexte, c'est que en France on aurait beaucoup plus du mal à mettre en œuvre un dispositif proactif qui s'adresse à une catégorie ethnique, donc une mesure de discrimination positive, ou en tout cas il est beaucoup plus compliqué d'institutionnaliser des mesures d'intervention qui n'assurent pas cette neutralité ethno-raciale du ciblage des publics. Et une petite parenthèse, le ciblage territorial opéré par la politique de la ville en France est un exemple de cette posture que certains chercheurs, par exemple comme Virginie Oyon, ont appelé de l'esquive, qui essaie d'intervenir sur des populations qu'ici on appellerait sans problème immigrants et minorités visibles, et qu'en France on appelle, non sans ambiguïté, les habitants des quartiers sensibles. Alors l'enquête menée à Montréal entre avril et septembre de cette année avait comme objectif d'approfondir le cas des dispositifs d'insertion professionnelle et d'employabilité. Et je me suis notamment intéressée aux modalités de prise en compte de la nationalité et de l'origine ethno-raciale lors de la mise en place de ces dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Et en explorant cet objet, je me suis questionnée sur la combinaison possible des catégories d'âge et des catégories d'immigration. Autrement dit, je voulais vérifier si,
pour entrer dans un programme d'accompagnement à l'emploi conçu pour les jeunes, il suffit d'être jeune au sens des critères d'âge prédéfinis. Dans la majorité des dispositifs, avoir entre 16 et 30 ans. Ou bien, si d'autres catégories, notamment les catégories qui relèvent des statuts de l'immigration, viennent quelque part interférer au niveau de l'éligibilité de l'individu. Alors, pourquoi s'intéresser à ça? Pourquoi s'attarder sur le ciblage? Parce que, à mon sens, il ne faut pas sous-estimer les effets que ces catégories cibles ont sur la segmentation du marché du travail, et aussi plus largement sur l'inclusion et l'exclusion des individus dans la société. Surtout, j'ai l'impression qu'une fois une population ciblée, par exemple les jeunes Canadiens ou résidents permanents qui ont moins de 30 ans, l'on ne se questionne pas ou peu, et là, dans le on, j'inclus les chercheurs, les professionnels, les décideurs, etc., sur les effets que ce ciblage a sur ceux qui restent en dehors de son périmètre, donc sur ceux qui ne rentrent pas dans la définition de la catégorie d'ayant droit. Alors l'approche par le ciblage des politiques sociales et en particulier des dispositifs d'employabilité me permet de montrer quelles sont les logiques qui produisent quelque part de frontières internes à la société. Frontières entre d'une part des groupes dont l'insertion est une responsabilité collective et partagée par les pouvoirs publics, et d'autre part des individus qui sont considérés comme quelque part les seuls responsables de leur situation, les seuls responsables éventuellement de leur situation de non-emploi. Alors la question de savoir si les politiques de jeunesse s'intéressent aux questions d'immigration et vice-versa, si les politiques migratoires s'intéressent aux jeunes, ne me semble pas anodine et m'a donc poussé à vérifier si les dispositifs d'employabilité en direction des immigrants considèrent la situation spécifique des jeunes et si les dispositifs d'employabilité en direction des jeunes considèrent la situation spécifique des immigrants qui peuvent, je précise d'emblée, être les titulaires de statuts juridiques bien différents, donc qui ouvrent droit à un paquet de services bien distincts en fonction du statut. Alors ce sur quoi je vais mettre l'accent aujourd'hui sont, je le disais au tout début, les implications que ces catégories cibles auront sur le travail des professionnels spécialisés dans l'accueil des migrants et de l'employabilité. Donc ils sont souvent amenés à adapter leurs pratiques professionnelles à des situations complexes qui parfois questionnent les conditions et le sens de leur travail. Certains d'entre eux, appartenant notamment au milieu communautaire, se doivent de trouver des arrangements pour, je schématise, à la fois essayer de remplir les objectifs définis ou co-définis avec les financeurs, typiquement les ministères de l'Emploi et de l'Immigration, et d'autre part d'aider les plus démunis qui ne sont pas toujours titulaires de droit, ou en tout cas qui ne rentrent pas des fois parfaitement dans les catégories cibles officielles. Puis en conclusion, je reviendrai sur les enjeux que cette situation pose du point de vue de la continuité des services. Thème qui, au Québec, est particulièrement investi par les acteurs des politiques de jeunesse. Et je pense d'ailleurs que parmi vous, il y a des personnes qui sont précisément spécialisées dans cette question-là et qui essaient précisément de faire en sorte que les services communiquent entre eux, qu'il y ait une continuité entre les dispositifs, qui fait que le jeune, à fur et à mesure que sa situation évolue et que ses besoins évoluent, changent en fonction de sa trajectoire, puisse se retrouver dans des dispositifs à chaque fois pour éviter qu'il se retrouve dans un vide de non-droit. Et donc ce thème m'a intéressée parce que j'ai l'impression d'ailleurs qu'il a une visibilité très importante ici.
On crée des institutions ad hoc pour faire en sorte que la communication entre les services soit plus fluide, pour que les personnes puissent circuler entre les dispositifs, etc. Je me répète. Alors, voilà que cette recherche qui s'intéresse à des catégories qui appartiennent au fond à deux sphères de compétences publiques distinctes, la jeunesse et l'immigration, vient quelque part questionner les conditions pour se rapprocher de cette continuité idéale des services. Et pour rappeler brièvement le plan, donc je reviendrai dans un premier temps très brièvement sur le contexte institutionnel des politiques québécoises en matière d'immigration et de jeunesse. Puis ensuite, je vais mettre en exergue le rôle des professionnels de l'employabilité qui sont censés mettre en œuvre ces dispositifs d'accompagnement, qui sont parfois, mais pas toujours, je reviendrai sur les nuances, tiraillés entre l'injonction des financeurs de faire le tri entre les publics et leur vocation, soi-disant philanthropique, d'aider les plus démunis. Alors, pour rappeler juste quelques éléments du cadre institutionnel, même si la majorité d'entre vous n'en aurait pas besoin, parce que c'est, si j'ose dire, votre pain quotidien. La politique migratoire relève d'une responsabilité partagée entre le niveau provincial, donc le ministère de l'Immigration et de la Communauté culturelle, et le niveau fédéral, Citoyenneté et Immigration Canada. L'accord provincial fédéral sur l'immigration fixe les termes de ce partage des compétences. Pour y aller très rapidement, depuis les années 90, le niveau fédéral s'est déchargé de ses responsabilités en matière de mise en œuvre de dispositifs d'intégration et d'employabilité. Donc c'est depuis ce moment-là, donc depuis une vingtaine d'années, le niveau provincial qui est chargé de la mise en œuvre de ces dispositifs au niveau provincial. Et tout ça se fait par le biais d'un transfert financier entre le niveau fédéral et le niveau provincial. Le gouvernement canadien garde quand même un certain nombre de responsabilités exclusives, comme par exemple le traitement des dossiers d'accès à la résidence permanente et la question des réfugiés. C'est ces deux compétences exclusives. Les dispositifs d'employabilité, donc du coup, rentrent dans la sphère de compétences provinciales et s'appuient, donc, comme je disais tout à l'heure, sur ce transfert de fonds entre le niveau fédéral et le niveau provincial. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible ce que j'ai essayé de vous présenter dans ce schéma. Donc, il est la question de résumer quelque part les différents statuts de l'immigration qu'on peut retrouver ici. Ce sont des statuts qui sont définis par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il me semble qu'il est important de s'y attarder un tout petit peu parce que ces statuts déterminent précisément l'accès aux droits dont l'individu peut avoir. Non seulement d'ailleurs en termes d'employabilité. Par exemple, les résidents temporaires, ce qui correspond aux 1, 2, 3, 4 dernières lignes, donc revendicateur de statut, réfugié, refusé, résident temporaire qui peut être visiteur, travailleur étranger, aide familiale résident ou étudiant étranger et sans statut, ne sont pas admissibles par exemple à l'aide sociale. De même année pour les prestations familiales, dont les demandeurs d'asile et les sans-statut sont exclus, alors que pour les travailleurs temporaires, il est extrêmement difficile
d'y avoir accès. À ce sujet, je vous renvoie aux travaux d'Eugénie Despatie-Pelletier de l'Université de Montréal, mais aussi aux travaux de la Commission pour le droit de la personne et les droits de la jeunesse, qui travaille régulièrement sur les distinctions en termes de droit et d'accès au droit en fonction du statut de l'immigration. C'est des travaux très intéressants et dont on n'a pas forcément, on n'entend pas forcément parler, en tout cas par le biais des médias, à la télé, etc. J'attire votre attention sur la catégorie de nouvel arrivant, donc quatrième ligne, dont la définition est quand même un petit peu contre-intuitive, je dirais, au moins pour un Européen, puisqu'elle pourrait faire penser à un individu qui vient d'arriver au Québec, nouvel arrivant, alors qu'en réalité, cette catégorie fait référence à tout individu qui a eu accès à la résidence permanente depuis 5 ans et moins. Ça, c'est la définition officielle de nouvel arrivant. C'est important de la rappeler parce que la majorité des programmes financés par le MIC et Emploi Québec ciblent précisément cette catégorie-là, qui est une catégorie qui ouvre droit à un ensemble de mesures spécifiques, notamment d'accompagnement à l'emploi. C'est ce qui m'intéressait particulièrement dans le cadre de cette recherche. Alors, le premier élément clé que je retiens de tout ça est le fait que les personnes qui ont un statut précaire, temporaire, donc toute personne qui n'a pas la résidence permanente, peut facilement se retrouver en situation de vulnérabilité si elle est à la recherche d'un emploi. À cause précisément du fait que l'accès aux dispositifs d'employabilité et d'accompagnement vers l'emploi, qui inclut les dispositifs de formation par exemple, sont ouverts principalement aux détenteurs du statut de résident permanent. Deuxième élément clé qui me semble vraiment important et en tout cas qui touche à mon questionnement initial, qui est de dire bon, quel lien entre les ciblages des jeunes et les dispositifs de jeunesse et les ciblages de politique d'immigration. Qu'on soit jeune ou non, l'accès aux mesures d'employabilité est déterminé par la possession de la résidence permanente. Donc, pour les étrangers, le statut de l'immigration prime quelque part sur le critère d'âge, qui en soi n'est pas suffisant pour accéder aux mesures d'employabilité qui ciblent la jeunesse, qui ciblent les jeunes. Je peux le dire encore autrement. Si je suis camerounais et que je suis âgé de 22 ans, ce n'est pas parce que j'ai 22 ans que j'aurai accès aux mesures d'employabilité qui ciblent les jeunes. C'est un critère nécessaire, mais pas suffisant. Alors, quelques éléments maintenant plus concrets sur les programmes sur les immigrants, pour les immigrants dans le domaine de l'employabilité. L'insertion sur le marché du travail des immigrants est un domaine de compétences privilégié du MIC et d'Emploi Québec. Pour ce qui est de la conception et du financement des mesures, puis des organismes communautaires pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre de ces dispositifs. Emploi Québec est un des protagonistes de l'intervention en direction des nouveaux arrivants, je le disais tout à l'heure, donc des résidents permanents depuis 5 ans et moins, et des minorités visibles, qui reconnaît comme des populations cibles. Parmi les mesures financées par Emploi Québec, on retrouve le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, le programme PRIME, qui a pour but de faciliter l'accès à l'emploi des immigrés diplômés à l'étranger et sans expérience au Canada. Et, autre à cette catégorie, il cible les minorités visibles. Donc on a d'un côté les immigrés diplômés à l'étranger sans expérience de travail au Canada, de l'autre côté les minorités visibles.
Il se fonde, il se base sur une subvention salariale au bénéfice de l'entreprise qui embauche le stagiaire pour au moins 30 heures par semaine, qui est un instrument incitatif, précisément, qui s'adresse donc aux entreprises pour rendre plus attractif et financièrement moins coûteux, on va dire, pour l'entreprise de embaucher des immigrants. Et puis pour permettre justement à ces derniers de acquérir une première expérience de travail dans leur domaine de compétences. Alors, les critères d'admissibilité sont d'une part avoir obtenu la résidence permanente depuis moins de 5 ans ou être membre d'une minorité visible, puis ne pas avoir eu une expérience de travail dans le domaine de formation au Québec. Et puis aucun critère d'âge n'est appliqué. Alors qui sont les exclus de ce programme? Les exclus sont toutes les catégories d'immigrants temporaires, donc les travailleurs temporaires, les étudiants, les visiteurs sans statut, et les résidents permanents depuis plus de 5 ans, qui ne sont pas reconnus comme étant des minorités visibles, peuvent quelque part être considérés comme des quasi-exclus, dans la mesure où leurs droits sont des droits assimilés aux autres Canadiens, okay, mais tout en étant des immigrants, ils ne peuvent pas accéder aux dispositifs spécifiques pour, par exemple, les primo-arrivants, parce qu'on estime que si on a eu accès à la résidence permanente depuis plus de 5 ans, on est arrivé au bout d'un cycle d'intégration qui fait qu'on estime qu'ils n'ont plus besoin d'un instrument spécifique pour les aider, pour faciliter leur insertion professionnelle. Alors cela pose problème à un certain nombre d'organismes communautaires, dans la mesure où dans cette catégorie de résidents permanents depuis plus de 5 ans, on retrouve par exemple des femmes qui, pendant une première longue période d'installation, se sont par exemple occupées des enfants ou de la famille et qui donc se retrouvent pour la première fois sur le marché du travail tard, on va dire entre guillemets, par rapport à la date de leur immigration, qui détermine la possibilité d'être éligible à un accompagnement spécifique dans le cadre de ce dispositif. Alors un autre financeur très important des dispositifs d'employabilité qui ciblent les immigrants et les minorités visibles est le MIC, donc le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, qui finance les organismes communautaires principalement par le biais du programme PANA, le programme d'accompagnement des nouveaux arrivants qui aujourd'hui, qui depuis le 1er avril 2012, s'appelle Programme Réussir l'intégration. Les services d'employabilité financés par le MIC ciblent, encore une fois, les immigrants résidents permanents. Les détenteurs d'autres statuts peuvent éventuellement recevoir de l'aide en termes d'information en général sur le fonctionnement du marché du travail, ou encore suivre des cours de francisation à temps partiel, mais ils ne pourront pas avoir accès à un accompagnement personnalisé vers l'emploi. Donc il revient après à chaque organisme, voire à chaque accompagnateur, de décider si et dans quelle mesure respecter les limites des ciblages officiels de ces financeurs. Les organismes communautaires sont donc au final les protagonistes de la mise en œuvre des dispositifs et au fond de la prise en charge des clients. C'est la raison pour laquelle je me suis quand même intéressée principalement au travail de ces structures et puis au travail concret des accompagnateurs qui ont été mes interlocuteurs privilégiés dans la phase d'enquête. Donc à peu près 140 de ces organismes communautaires, dont la majorité opèrent dans la région de Montréal,
sont fédérés au sein de la table de concertation pour les réfugiés et les immigrants, la TCRI, qui est un organisme à but non lucratif qui intervient dans le domaine des droits des personnes immigrantes et des réfugiés et qui joue un rôle de représentant politique, je dirais, auprès du gouvernement. Au sein de la TCRI, le réseau national des organismes spécialisés dans l'intégration à l'emploi des nouveaux arrivants regroupe les organismes qui s'intéressent plus spécifiquement à l'insertion professionnelle. Donc, leur service en matière d'employabilité, pour revenir à mon objet privilégié, ne cible pas les jeunes. Okay, puisque ces services sont conçus pour les immigrants admis, que le MIC considère d'emblée comme des adultes, typiquement soit des travailleurs, ou en tout cas destinés à trouver un emploi rapidement sur le marché du travail, et soit leurs conjoints. Et les services qui s'adressent aux jeunes rentrent dans la sphère typiquement de compétences du ministère de l'Éducation, le MELS, qui de son côté n'estime pas devoir intervenir de manière spécifique auprès des jeunes immigrants qui sont considérés de responsabilité du MIC. Alors, vous voyez, quelque part, la manière sectorielle de considérer les publics cibles en fonction du ministère qu'on observe. Pour résumer, le MIC, qui est le principal et très souvent le seul financeur des organismes communautaires spécialisés dans l'accueil des migrants, ne cible pas les jeunes et finance prioritairement des services qui s'adressent aux résidents permanents. Et le fait d'être jeune n'est pas, je le disais tout à l'heure, un critère suffisant pour permettre à un immigrant d'accéder aux services d'employabilité s'il n'a pas le statut de résident permanent. Alors, ces organismes communautaires ne travaillent pas tous de la même manière, dans les mêmes conditions. Et surtout, ce qui m'a intéressé particulièrement là-dedans, c'est qu'ils ne jouissent pas tous des mêmes marges de manœuvre en termes de ciblage de leur clientèle. L'enquête que j'ai mis en place à Montréal m'a quelque part montré que cette autonomie hétérogène des organismes communautaires dépend de deux variables majeures. Alors d'une part, le nombre et le type de financement dont ils disposent, parce que leurs ressources sont souvent liées à des subventions par tête, donc des sommes qui leur sont versées selon le nombre de clients desservis. Et ces subventions sont d'ailleurs renouvelées par les bailleurs de fonds sur la base de résultats quantifiables. Donc les organismes communautaires doivent enregistrer les données concernant le nombre de prises en charge et le type de services fournis, puis rédiger des rapports pour rendre compte de l'utilisation de ces fonds, et au final se livrer à une évaluation de l'efficacité de leur intervention. Alors seulement les organismes parapublics, que moi j'appelle parapublics, comme les carrefours jeunesse emploi, se voient attribuer des sommes, des subventions renouvelées automatiquement chaque 3 ans. Et pour les autres, en l'absence de budget de fonctionnement qui garantisse quelque part la continuité dans le temps de la mise en place des projets, puis surtout du paiement des salaires des intervenants, ils se doivent de fournir des preuves de leur efficacité aux bailleurs de fonds pour faire en sorte que leur financement soit renouvelé d'année en année. Oui, mais parce que ce que vous venez de dire, je ne sais pas trop la nuance entre Carrefour les carrefours, et les autres. je les connais très bien, mais ce que vous avez dit, c'est que les carrefours jeunesse emploi reçoivent un financement qui est récurrent et qui est fixe. C'est bien ça ce que vous avez dit. Et que les autres organismes communautaires se doivent de rendre des comptes. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que les carrefours ne doivent pas rendre compte. Okay. Non, mais bien sûr. Parce que c'est pour avoir accès au programme, ils doivent bien aussi. sûr. Non, je comprends. Vous avez bien fait d'intervenir, ça m'a donné l'occasion
l'occasion de le préciser si jamais il y avait un doute là-dessus. Ce qui est différent, c'est que les Carrefour Jeunesse Emploi fixent leur cible, tandis que les organismes se font donner les cibles. Ouais. Mais ce qui est différent aussi, c'est que les Carrefour Jeunesse Emploi sont quelque part l'organisme prédéfini à l'avance par un certain nombre de financeurs, donc Emploi Québec, typiquement, pour mettre en place des dispositifs, alors que les autres organismes communautaires ne sont pas les destinataires en amont de la mise en place d'un dispositif. Ce qui fait qu'il y a les organismes communautaires qui ont pris le mandat du Carrefour Jeunesse Emploi quand c'était créé. Comment? Il y a des organismes communautaires qui ont pris le mandat du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, parce que le Carrefour Jeunesse Emploi s'est vu destiné à traduire un certain nombre de politiques d'insertion, et donc du coup il s'est débarrassé quelque part de missions précédentes qui sont allées. Okay. Donc, on a parlé du premier élément qui me semble important à prendre en considération, qui est le nombre et le type de financeurs, le type de financement. Puis le deuxième élément, qui me semble avoir une influence majeure sur les marges de manœuvre des organismes communautaires, sont les instruments de contrôle utilisés par les bailleurs de fonds dans le but de vérifier comment l'argent est dépensé et puis d'évaluer les résultats obtenus par ces organismes. Alors les professionnels de l'accompagnement, notamment ceux qui appartiennent au milieu communautaire et qui ont un seul financeur majeur qui assure le financement de leurs activités, sont parfois, je dis parfois, pas toujours, tiraillés entre, d'une part, la volonté d'élargir les services à tous ceux qui en font la demande, au prix de ne pas pouvoir les comptabiliser dans les fameux comptes rendus qui se doivent de fournir à leurs financeurs. Parce que, précisément, s'ils élargissent leurs services à tout le monde, il se peut qu'à l'intérieur de ce tout le monde, il y en a qui ne sont pas formellement titulaires du droit d'être accompagnés de manière spécifique par ces organismes. En tout cas, de ne pas rentrer dans des dispositifs particuliers d'employabilité. Et puis, d'autre part, tiraillement entre, d'une part, la volonté d'élargir et d'autre part, le respect des cibles qui implique, quelque part, d'exclure en amont ceux qui ne rentrent pas dans les cibles des financeurs, qui ne sont pas formellement éligibles à ces mesures. Cela dit, je précise quand même une chose, puisque ce tiraillement n'est pas commun à l'ensemble des accompagnateurs, à l'ensemble des professionnels de l'accompagnement, puisque certains s'accommodent très bien de ce système de fonctionnement et par ailleurs estiment que c'est tout à fait normal que de rendre service à la collectivité en assurant le bon fonctionnement de dispositifs qui par ailleurs fonctionnent bien pour un certain nombre d'entre eux lorsqu'il s'agit notamment d'accompagner de manière personnalisée un immigrant qui a la résidence permanente, qui a des diplômes par exemple, et qui a du mal à trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Pour donner un peu de la chair à ce que je viens de vous dire, je vais vous présenter un cas particulier, qui est celui du Centre social d'aide aux immigrants, le CSAI, qui va peut-être m'aider à illustrer l'importance des deux éléments que j'ai évoqués en haut, c'est-à-dire le nombre et le type de financement, et puis l'emprise que les instruments de contrôle ont sur les pratiques professionnelles. Alors le CSAI peut compter à la fois sur un financement MIC Emploi Québec dans le cadre du programme Réussir à l'intégration, qui permet notamment la mise en place d'un service employabilité. Et au-delà de ces bailleurs publics, cet organisme peut faire appel au financement de Centraide, qui recueillent des dons de la population et notamment des entreprises,
et qui constitue un complément de financement substantiel qui se révèle essentiel du point de vue de la possibilité d'élargir les services à d'autres catégories de personnes qui ne seraient pas éligibles au programme MIC ou Emploi Québec. Je vais vous lire un bref passage d'un entretien que j'ai effectué avec une accompagnatrice de ce centre et qui me dit alors, outre le MIC, on a le financement de Centraide et pour nous, ça veut dire pouvoir aider les personnes qui ne sont pas financées par le programme du MIC. Les revendicateurs, les personnes qui sont ici depuis plus de 5 ans. Avec le financement de Centraide, on peut donner des services aux gens vulnérables. Alors cette marge de manœuvre influence assez profondément, à mon avis, la perception que les accompagnateurs eux-mêmes ont de leur mission, de leur rôle dans le système, et constitue au final un élément quand même assez important de leur identité professionnelle. Je vous cite encore un autre petit passage d'un entretien où l'on me dit on n'est pas devenu des fonctionnaires juste parce qu'on est financé par l'État. On a gardé notre philosophie humaniste. Si je vois quelqu'un qui est revendicateur, je ne peux pas lui dire de partir. Alors, je reviens sur le premier point que j'ai évoqué, qui me semblait important, celui du financement, puisque dans ce cas précis, le double financement facilite quelque part la tâche aux accompagnateurs, puisque ça leur permet de trouver un compromis, je dirais, entre une logique d'adhésion aux orientations des bailleurs publics, bailleurs des fonds, qui conditionne l'usage des fonds, des subventions, et conditionne l'ouverture des services à ceux pour lesquels les dispositifs ont été conçus, donc les catégories cibles officielles légitimes. Puis, si les compromis sont possibles, c'est aussi parce que l'usage des financements en provenance de Centraide est moins contraint et moins contrôlé par rapport aux subventions publiques. Je cite une dernière fois un passage d'un entretien. Si c'est le MIC qui finance, on n'a pas d'arrangement à faire. Lorsque nous recevons quelqu'un, nous devons rentrer les données dans la base qui est gérée par le MIC, puis il contrôle tout. Nous ne pouvons pas accepter n'importe qui. Si la personne n'est pas autorisée, l'inscription est annulée. Mais là, heureusement, nous avons Centraide. Bon. Moi, j'ai trouvé ces cas particulièrement saillants par rapport aux deux éléments que j'ai mis en exergue au début. Par contre, ce cas n'est pas représentatif de la majorité des structures spécialisées sur l'intégration des immigrants que j'ai étudiées, pour lesquels il est au contraire essentiel de prouver aux MIC et aux financeurs qu'elles arrivent à desservir le plus de personnes possible rentrant dans les catégories cibles officielles. Ce que j'en ai tiré de ces études de cas est le fait que même si les catégories cibles sont définies au niveau fédéral puis provincial, le sort des immigrants à la recherche d'un emploi dépend au moins en partie des professionnels de l'insertion et des sources de financement de leur organisme. Pour schématiser, le plus elles sont variées et nombreuses, le plus les accompagnateurs disposeront de marge de manœuvre pour élargir ou non les services à tous ceux qui en font la demande. Et donc une partie n'est pas incluse dans la catégorie cible officielle. Par exemple, les immigrants avec un statut temporaire. Alors, et dans le domaine de la jeunesse, que fait-on pour les immigrants? En règle générale, les organismes, tant publics que privés, qui travaillent sur la jeunesse, ne s'intéressent pas au statut de l'immigration.
puisque c'est quelque part un va de soi, un présupposé que les bénéficiaires de services soient à minima des résidents permanents. Lorsque l'on est dans ce cas, lorsqu'on est résident permanent, ou qu'on est citoyen canadien appartenant à une minorité visible, des initiatives très variées, surtout très variées si on compare à ce qu'on fait en France. Si on a le temps, on pourra revenir sur le cas français, éventuellement si vous avez des curiosités ou des questions. Donc très variées, parfois très innovantes, comme dans le cas par exemple de ce qu'on fait dans les centres jeunesse. Centre jeunesse qui collabore notamment depuis quelque temps avec une table de concertation qui est spécialisée dans les questions de minorités visibles et qui se questionne de plus en plus sur, par exemple, la surreprésentation des signalements à la DPJ concernant les familles immigrantes ou d'origine immigrée. Donc c'est des questionnements qui sont présents. Et suite à ces questions, on essaie de mettre en place des partenariats avec les collectivités, avec les organismes communautaires, puis on met en place des dispositifs de formation pour les opérateurs, etc. C'est quelque chose qui fait sens. Et s'il fait sens, c'est parce que la catégorie de minorité visible est très légitime. Différence avec le cas français, pour le coup, où on aurait plus de mal dans l'espace public à justifier de mesures qui ciblent spécifiquement une partie de la population sur la base de l'origine ethnique, raciale ou de la couleur de la peau. Et à titre d'exemple, juste pour rendre visiblement cette légitimité de la catégorie statistique de minorité visible, si vous avez, il n'est pas question de rentrer dans les détails de la confrontation des pourcentages de chômage entre les différentes communautés, mais c'était juste pour expliciter que quelque part, si la catégorie de minorité visible est si légitime, c'est aussi parce qu'on peut, dans l'espace public, justifier du besoin d'intervenir sur ces questions à l'appui d'instruments statistiques, chose qui est extrêmement beaucoup plus compliquée en France. Je n'ai pas le temps de les détailler, mais il y a des ouvrages et des articles et des tonnes de choses qui ont été écrites sur la difficulté de rendre acceptable dans l'espace public l'élaboration et la publication de données statistiques de ce genre. Ce serait absolument inconcevable de trouver un tableau comme ça dans un document produit par l'INSEE, par exemple. J'en arrive à la fin de mon intervention. Avant de conclure, je vais quand même dire quelques mots sur les pratiques professionnelles des accompagnateurs à l'emploi qui sont spécialisés sur la jeunesse, parce que j'ai beaucoup plus parlé des accompagnateurs qui travaillent dans le domaine de l'immigration et un peu moins pour l'instant sur l'autre versant de mon objet de recherche. Alors, certains d'entre eux poursuivent l'objectif de fournir un service ouvert à tous, mais ils doivent composer avec les mêmes contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure en parlant des accompagnateurs dans le domaine de l'immigration. Vous avez un petit extrait d'un entretien que j'ai effectué avec un accompagnateur d'un carrefour jeunesse emploi. Il me dit: le jeune m'appelle et me demande de l'aide. Je lui demande son âge, puis je lui dis de venir me voir. Après, je vais devoir rentrer les informations sur la MSI, le système d'emploi Québec. Et là, on peut me dire que je ne peux pas continuer à le rencontrer parce qu'il ne rentre pas dans une catégorie officielle d'ayant droit. Mais après, s'il a besoin de moi, il m'appelle, il fait directement appel à moi. Et tout cela n'est pas comptabilisé dans le compte-rendu d'activité du carrefour jeunesse. Alors cet accompagnateur pointe au final le même problème que les professionnels de l'accueil des migrants, c'est-à-dire le fait qu'il doit être performant. Et pour
pour l'être, il est appelé à desservir le plus de personnes possible, mais le plus de personnes possibles qui sont éligibles au dispositif qu'il doit mettre en place. Ce qui l'amène à devoir soit fermer la porte à ceux qui ne le sont pas, éligibles, soit à les accueillir, mais en quelque sorte en perdant son temps, puisque dans les comptes rendus de son activité, il n'y aura pas de trace des services rendus à ses clients. Alors cette situation l'amène à faire un constat plutôt amer, je trouve, sur son contexte de travail, parce qu'il dit « les gens sont obligés de laisser tomber leurs objectifs initiaux pour se consacrer tout le temps à certaines clientèles. Ils vont dire, écoute, à la fin du mois, je serai jugé non pas en fonction de ce que j'ai fait en plus, mais en fonction de la clientèle qui était bien définie dans l'offre de service. Tu es obligé de faire avec. » Alors le fait que la majorité des organismes communautaires fonctionnent sur des financements par projet et par tête a comme conséquence, ce n'est pas nouveau, il y a des travaux qui ont déjà mis en exergue ce point, a comme conséquence la montée de la compétition entre eux. Et cette compétition me semble quand même nuire à l'esprit collaboratif entre organismes communautaires qui est considéré par les décideurs comme l'instrument privilégié pour atteindre, et je boucle la boucle, cette continuité des services qui devient de plus en plus un objectif pour les acteurs dans le domaine, que ce soit dans la jeunesse ou l'immigration. Donc, je conclue très rapidement. J'ai fait quelque chose d'assez, de pas très courant, il me semble, au début de cette recherche. C'est-à-dire que je me suis intéressée à deux champs, je le disais déjà avant, un peu étanches. Le champ de la jeunesse et le champ de l'immigration. Ce sur quoi je voudrais en conclusion attirer votre attention est d'une part le fait que cette distinction, cette étanchéité des secteurs rend difficile, ou en tout cas rendra difficile à terme, à mon avis, d'atteindre l'objectif de la continuité des services. Et d'autre part que ces ciblages, donc la construction des catégories cibles d'ayant droit, crée, malgré elles, je dirais, des zones de non-droit, notamment dans mon cas spécifique, dans mon cas d'étude spécifique, des zones de non-droit pour les immigrants temporaires, donc qui ont un statut temporaire, tous ceux qui n'ont pas la résidence permanente. Et je reviens encore une fois sur ce que j'ai déjà dit avant, le fait d'être jeune n'est pas en soi une catégorie suffisante pour que l'individu puisse avoir droit, puisse avoir accès aux services d'employabilité qui sont spécifiquement conçus pour la jeunesse. Et je ne vous cache pas que je trouve ça un enjeu de société, je dirais. J'espère que ce que je vous ai présenté là puisse donner envie de réagir, de poser des questions, de vous poser des questions éventuellement entre vous, parce qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui ont la main à la pâte, je dirais.